Bonjour à tous, 7h01 sur Canal 3 Bénin et Canal 3 Télévision.com. Merci de vous réveiller avec nous sur Actu Matin, votre matinale avec le sentiment qu'au Bénin, l'on vit plus heureux. En tout cas, le rapport 2020 de l'indice mondial du bonheur fait gagner des points et beaucoup de points à notre pays. On est passé de la 102e mondiale à la 86e place et en Afrique, nous sommes 3e. Wahab Ali Para, grâce. Oui, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Sentez-vous le bonheur ce matin, Wahab? Bon, on est bien réveillé, c'est déjà une grâce, on verra le reste après. Vivez-vous en ce moment le bonheur au quotidien? Nous pourrons dire que oui. D'accord, nous verrons bien. Nous reviendrons dans nos discussions de ce matin au forum sur les conclusions de ce classement qui pratiquement fait la une de l'actualité. Le Parlement, de même, qui a désigné hier ses 9 représentants au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Le processus devant conduire à l'appurement et à l'actualisation du fichier électoral pour la présidentielle de 2021 est donc lancé. À suivre nos analyses sur la composition de la nouvelle équipe et des défis en instance. Retour ce matin sur ce processus qui a abouti au Parlement il y a de cela quelques semaines, la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Patrice Talon, dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale, donne satisfecit aux députés de la 8e législature pour cet acte et déclare que cela permet de sauvegarder la portée de la réforme du système partisan. On en débat. Le chroniqueur, oui, notre chroniqueur de tous les jours est au rendez-vous. Il nous plongera dans la fièvre du 1er août sur son aspect salubrité dans nos communes. Après la célébration, il faut maintenir l'opération Ville propre, vous l'entendrez. Et puis, mercredi, économie sur Actu Matin, nous irons apprécier ce qui se fait dans la filière anacarde avec Clément Tchadé. Il reçoit en invité Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, qui nous dévoilera la stratégie pour la transformation locale et abondante du Kajou. Ce sera dans la deuxième partie de votre matinale, juste avant la revue de presse qui sera signée à Sionbon Kanya Sionbon. Merci de prendre ce rendez-vous. Installez-vous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Un grand nombre de journaux ce matin. Nous allons tout de suite découvrir les titres dans les kiosques et c'est avec vous, Wahab Ali Para. Rebonjour Christian et rebonjour à tous. Un peu de tout dans les parutions ce matin, en commençant par Fraternité qui titre Révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le président Patrice Talon décerne un satisfecit aux députés. Cette révision permet de sauvegarder la portée de la réforme du système partisan. COSLEPI, CAA et APDP, les représentants des députés désignés. Estache Akpovi remplace l'ancien député Jonas Benameton à la Haute Cour de justice. Rapport mondial 2020 sur le bonheur. Le Bénin séduit par son classement. Mise en œuvre du projet utilisation responsable des réseaux sociaux. Le ministre Alassane Seydou apporte son soutien à l'ODEM. Tabaski, l'imam Abdul Majid parle des 10 jours les plus importants du mois. Le défi de la salubrité, c'est le titre de la chronique signée ce matin, Moïse Dossoumo. À la une maintenant de La Nation, classement 2020 des pays où l'on vit le plus heureux, le Bénin, terre de bonheur, s'exclame ce matin La Nation. Et puis sécurité alimentaire et nutritionnelle, le gouvernement renforce son partenariat avec le programme alimentaire mondial. Matin libre, à quelques 9 mois de la présidentielle, Talon tiraillé.
céder aux pressions ou foncer, un véritable casse-tête. Recommandation de la CEDEAO à Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Le Mali plus chanceux que le Bénin, s'interroge le journal. La boussole à présent, avant l'ouverture d'une session extraordinaire du collectif budgétaire hier à la mairie d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandino reçoit un gigantesque don de matériel de protection contre le coronavirus de la part de la SCB, Société Ciment Bouclier. Audience accordée hier à la PADEM Bénin par le ministre Alain Orunla. Les questions liées à la presse, les médias en ligne, le FADEM, la carte de presse, la vie des journalistes et son existence d'ordre professionnel au menu des échanges. Carte sur table, rencontre de la ministre Éléonore Yayi en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec les membres de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Une séance d'autocritique des performances et perspectives, relever les conseils, orientations et recommandations de la marraine à Aurélien Aïssou et son équipe. Concours du cabinet responsable réponse qualité. Raphaël Yao Chidime décroche le premier prix catégorie phytothérapie. Soleil levant, don de kits sanitaires à Dassa, Savalou et Banté. Marcelin Lauro accompagne le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus dans les collines communes d'Abomey-Calavi. L'examen de l'adoption du collectif budgétaire au cœur des débats. C'était hier. Les pharaons, règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Patrice Talon écrit à Louis Vlavono, président de l'Assemblée nationale, classement des pays où l'on vit le plus heureux. Voici la position occupée par le Bénin. Nord-Sud quotidien, classement des pays où l'on vit heureux. Le Bénin connaît un grand bond, 60 ans d'indépendance. Bilan économique du Bénin à retrouver dans les colonnes de Nord-Sud quotidien. Le Soleil Bénin Info, à présent, rapport World Happiness Rapport 2020 sur les pays où l'on vit le plus heureux. Le Bénin, 3e de la classe en Afrique. La presse du jour, classement 2020 de World Happiness Report, le Bénin auréolé par le bien-être de ses populations. COSLEPI 2020, les 9 représentants de l'Assemblée nationale désignés. Bénin intelligent, lutte contre le coronavirus à Dassa, Savalou et Banté. Marcelin Lauro, solidaire des populations, 60 ans d'indépendance et développement du Bénin, remarquable contribution des religions sur fond d'hypocrisie. Le matinal, classement mondial du niveau de bonheur 2020 sous Patrice Talon, les Béninois vivent plus heureux. Le Bénin désormais 3e pays en Afrique, la plus grande progression depuis 10 ans. Assemblée nationale, les membres parlementaires du COSLEPI désignés. Louis Vlavonou reçoit le satisfecit du président Patrice Talon. L'autre quotidien, classement mondial du niveau de bonheur, encore une performance remarquable du Bénin. Et puis, collection d'art au Bénin, les confidences d'Ousmane Aledji. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur les acclamations du chef de l'État en direction des députés à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est un sujet que nous allons aborder tout à l'heure au forum de discussion. Patrice Talon qui a adressé une correspondance il y a de cela quelques jours au président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, à la suite donc du vote par les députés du nouveau règlement intérieur de l'institution. Il s'agit donc d'une correspondance dans laquelle on pourrait lire ceci. Cette révision était nécessaire car elle permet notamment de sauvegarder la portée de la réforme du système partisan pour consolider davantage la démocratie au service
du développement de notre pays et de sa stabilité. C'était là donc les écrits de Patrice Talon adressés aux députés. Les députés à l'Assemblée nationale hier ont procédé donc à la désignation de leurs 9 représentants au Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. C'est à travers un vote de 75 voix pour, 1 contre et 0 abstention, avec une clé de répartition de 5 députés membres de l'Union progressiste. Il s'agit de l'honorable Donald Léon, Adeni Ruissou, Léon Bokovet de l'Union progressiste, Sani Maman de l'Union progressiste, Thomas Choropa Nyombo et Florentin Tchaou de l'Union progressiste. Et puis, au niveau du bloc républicain, il y a 4 députés, David Gbangba, Gilbert Bagana, Nathanaël Sokpo-Ekpe et puis Lambert Agongbonon. Toujours à l'Assemblée nationale hier, les députés ont procédé au remplacement de l'ancien député Jonas Gbenam. On rappelle que lui, il est désigné par son parti bloc républicain, maire de la commune de Semen-Podji. Il est donc remplacé à la haute cour de justice par Eustache Akpovi, qui rejoint donc les 5 autres. Il s'agit de Adam Bagoudou, Jean-Eudes Okoundé du groupe parlementaire bloc républicain et des députés Gildas Agonkan, Badirou Aguemon et Ernest Medewano du groupe parlementaire Union progressiste. On reviendra sur toutes ces informations en fin d'édition. Ce sera dans la revue de presse avec Assiomo Kanya Assiomo qui lit d'ailleurs déjà pour nous les journaux. On poursuit cette matinale, votre matinale, avec, dans un instant, la chronique de Moïse Dossoumo. Moïse, bonjour. Bonjour Christian. On va vous retrouver dans un instant. Vous nous parlez ce matin de salubrité, une opération à poursuivre après la célébration du 1er août, puisque pour le 1er août, dans nos communes, on fait le grand nettoyage. Mais avant, les titres du mini-journal Grâce. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-journal. Le gouvernement renouvelle une fois encore son ambition à lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est à travers la signature d'un protocole d'accord entre le Bénin et le Programme alimentaire mondial PAM. Il s'agit en effet d'une lettre d'entente entre les deux parties qui couvre la période 2019 à 2023. Et puis, ouverture ce lundi à Parakou d'un atelier de 3 jours par la Commission électorale nationale autonome, Sénat. La rencontre vise à évaluer l'élection des membres des conseils communaux afin de corriger les éventuelles imperfections enregistrées. Les détails dans quelques instants. Voilà, les détails dans un instant, c'est dans pratiquement 5 minutes après la chronique du jour. Merci de nous rester fidèles. Le défi de la salubrité dans nos 77 communes, c'est le titre de la chronique du jour signé Moïse Dossoumo. On vous écoute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Elles sont à l'œuvre. Comme à l'accoutumée à l'approche de la fête nationale, les communes font leur toilette. Le balayage des rues, l'embellissement et le pavoisement des artères sont en cours un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Ce ménage traditionnel, qui s'effectue une fois l'an, donne aux cités un semblant de salubrité. Mais sitôt les célébrations achevées, les vieilles habitudes reprennent. Les services techniques des mairies ne sont plus très regardants sur la salubrité publique. Le laxisme des autorités ajouté à l'incivisme des populations fait le lit à la malpropreté. Et les villes, naguère belles et attrayantes, présentent enfin leur vrai visage. Depuis des années, ce contraste saisissant perdure. Après 60 années d'indépendance, il est venu le moment de miser sur la permanence de la propreté urbaine. Cela ne peut pas être seulement une réalité à l'espace d'une fête. La salubrité doit être un fait quotidien. Et cette responsabilité incombe aux communes. Au lendemain de la fête nationale, qui du reste sera célébrée dans la sobriété, les nouveaux maires feraient œuvre utile en maintenant propre leurs territoires respectifs. Cela passe évidemment par une plus grande attention pour ce qui est du balayage constant des grandes artères et des rues secondaires, tout au moins pour celles qui sont revêtues. L'installation des poubelles publiques et des brigades de salubrité permettront de tendre vers cet objectif déjà atteint dans plusieurs cités africaines. Ailleurs, la propreté des rues n'est plus une préoccupation. Mais au Bénin, les pouvoirs publics, notamment les pouvoirs locaux, ont encore du pain sur la planche. Mais puisqu'il faut un début à tout, vu que la plupart des voies les plus empruntées subissent actuellement une cure, il est à souhaiter que cet effort d'assainissement perdure. À échéance régulière, au moins une fois par semaine,
Les maires gagneraient à débarrasser leur environnement de la saleté. Mieux, puisque la commune ne peut tout faire, l'implication active des populations ne doit pas faire défaut. Les villages et quartiers de ville méritent constamment des coups de balai et des initiatives de désherbage. Organisées par Ruel sous la houlette des conseillers locaux, les habitants de chaque espace géographique ont le devoir de nettoyer leur cadre de vie. Et cela peut se faire avec d'excellents résultats. Un peu plus au sommet de cette initiative, les chefs d'arrondissement, en parfait chefs d'orchestre, sont capables d'amener leurs administrés à produire cette belle symphonie. Pendant longtemps, les populations locales sont restées dans une logique attentiste. Pour elles, tout doit venir des élus. C'est cela qui justifie l'inertie constatée à leur niveau. Il faut donc opérer une révolution dans les mentalités afin que l'accompagnement des mandants soit de mise. Balayer sa rue, désherber son quartier, enlever les ordures de son cadre de vie n'est pas une tâche impossible à accomplir par les populations. Si elles sont bien conditionnées, elles le feront avec enthousiasme. C'est un grand défi qui doit être relevé par les 77 conseils municipaux et communaux qui ont placé leur mandat sous le signe du développement local. Et cet objectif se décline par étapes. La salubrité publique en est un axe capital. Quand une cité est propre, ses habitants sont en bonne santé, car ils sont ici épargnés des affres de plusieurs maladies qui tirent leur source de la malpropreté. De plus, une cité salubre fait la joie des populations et des dirigeants. Le balayage des rues, le ramassage régulier des ordures, l'installation des poubelles publiques, l'éducation des citoyens aux gestes de propreté, surtout lorsqu'ils sont dans l'espace public, ne sont pas de vains mots. Ailleurs, ça se pratique avec succès. Le Bénin, à travers les élus municipaux, communaux et locaux, ne perd rien à s'inspirer de ces modèles. La saleté, tout comme la pauvreté, n'est pas une fatalité. La saleté, tout comme la pauvreté, n'est pas une fatalité malheureusement. C'est le cas chez nous depuis, disons, plusieurs décennies. Et avec ces conseils communaux récemment installés, Moïse Dossoumo, l'espoir est-il permis? Non, il faut toujours garder l'espoir, ce n'est pas la peine de le perdre. Maintenant, il faut que les nouveaux conseils changent de dynamisme, changent de dimension pour que désormais la salubrité publique soit de mise. En associant donc les populations, les Forcément. quinzaines de nettoyage par exemple? Pourquoi pas? Les quinzaines, c'est un peu trop long à mon avis. On peut faire des semaines tout simplement pour habituer les gens à entrer dans cette dynamique-là, afin que spontanément, ils le fassent sans attendre justement les pouvoirs locaux. Merci beaucoup Moïse. Vous restez en place à suivre vos analyses tout à l'heure au forum de discussion avec les quelques 4 sujets que nous avons sous la main. 2 sujets Parlement, l'indice mondial du bonheur 2020 au Bénin qui déclare qu'on vit plus heureux dans notre pays, le Bénin. On va recueillir votre avis tout à l'heure et puis on parlera également de la célébration de la fête de la Tabaski vendredi prochain. La grande prière exclusivement cela sera dite, disons, dans les mosquées. C'est ce qu'on devra retenir désormais pour vendredi prochain. Le mini-journal. Cette session de l'information en images sur Canal 3 et Actu Matin par la signature hier d'un protocole d'accord entre le Bénin et le Programme alimentaire mondial. Le document expose l'ambition du gouvernement béninois à lutter contre l'insécurité alimentaire. Il retrace également la volonté du programme à accompagner le Bénin dans la satisfaction des besoins alimentaires des populations d'ici 2023. Les formalités de ce processus ont été remplies et c'est à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre du Plan et du Développement en présence des parties prenantes. Le point. Le gouvernement du Bénin et le Programme alimentaire mondial apposent leur signature sur ces documents qui traduisent leur volonté commune d'impacter d'ici 2023 plus d'1 million de Béninois et satisfaire par la même occasion les objectifs de développement durable. On parle ici de lettres d'entente entre les 2 parties qui couvrent la période de 2019 à 2023. Le document entrevoit de corriger les carences et besoins nutritionnels des populations, de même que l'amélioration des cantines scolaires. Ce document est aligné, Monsieur le ministre d'État, sur les priorités nationales, mais aussi sur l'agenda du développement durable 2030, sur le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement et aussi sur les recommandations et les orientations du rapport de l'examen stratégique national Fin Zéro réalisé en 2018.
et conformément aux priorités du gouvernement, le PAM s'est engagé à adopter une approche intégrée pour accompagner le Bénin dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire au niveau des ménages, des communautés et des individus, en se concentrant sur les causes profondes. Ce plan stratégique pays embrasse plus de 115 milliards de francs CFA. L'engagement du programme alimentaire mondial va se traduire, entre autres, par l'alimentation scolaire dans le cadre d'une approche multisectorielle intégrée et d'une assistance alimentaire et nutritionnelle aux populations affectées par les crises. La satisfaction du gouvernement est de ce fait perceptible. Ce document, appelé l'aide d'entente ou protocole d'accord, définit les modalités de mise en œuvre de l'assistance fournie par le PAM dans notre pays et trace aussi la feuille de route qui lui est attachée. On y retrouve aussi les responsabilités qui en découlent pour chaque partie prenante. Ainsi, dès la signature de cet accord, les acteurs impliqués à tous les niveaux doivent s'approprier son contenu, mais aussi développer les pratiques et la bonne gouvernance qui permettent donc de mettre en place ce programme de la manière la plus efficace. Le programme alimentaire mondial intervient au Bénin depuis 1964. Son accompagnement a permis, entre autres à la partie béninoise, de traverser les réalités et l'expérience des cantines scolaires avec succès. Puis, grâce pour Rugby, on reste en salle avec les cadres du ministère des Infrastructures et des Transports. Ils ont procédé à la revue du plan de travail annuel au 30 juin 2020 du ministère. Tout à fait, Christian. Ils se sont donné rendez-vous à la salle de conférence du Conseil national des chargeurs du Bénin pour évaluer le travail abattu depuis 6 mois dans les différentes directions sous tutelle du ministère des Infrastructures et des Transports. Le directeur de cabinet du ministre, Hervé Khéchoumé, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Idriss Boukari pour les précisions. Au 30 juin 2020, le niveau d'exécution du plan de travail annuel est encourageant au ministère des Infrastructures et des Transports. Un atelier de 2 jours au Conseil national des chargeurs du Bénin, les directeurs centraux et techniques, directeurs des directions, agences et offices sous tutelle du ministère passent en revue les activités menées au cours des 2 derniers trimestres de l'année 2020. Du compte rendu qui m'a été fait, je puis vous annoncer que pour les ressources allouées se levant à 91 milliards 485 414 000 francs CFA, ont enregistré un taux d'engagement de 30,48% au 30 juin 2020 pour un ordonnancement de 24,10% et un taux d'exécution physique des activités de 36,93%, et ceci au 30 juin 2020. Il sera également procédé au cours des travaux de cet atelier à l'examen et à la validation du rapport de performance du ministère des Infrastructures et des Transports au titre de la gestion budgétaire 2018. Grâce à ces réformes pertinentes, le Centre national de sécurité routière obtient des résultats élogieux. Le nombre d'accidents routiers dans la ville de Cotonou, qui a chuté de 3102 accidents à 2349, soit une amélioration de 753 accidents en moins. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le ministre des Infrastructures et des Transports attend au thème du présent atelier un tableau de bord pour une exécution optimale de notre budget 2020 au 30 septembre 2020. Il attend spécifiquement de cette revue un compte rendu détaillé et documenté des activités budgétisées pour concrétiser l'exécution du plan de décentralisation et de déconcentration, plan 2D, au titre de l'année 2020 de notre ministère. Au cours des travaux de cet atelier, les participants seront appelés à formuler des recommandations afin d'améliorer les performances du ministère des Infrastructures et des Transports pour le bonheur des populations. Les promoteurs d'eau conditionnée du département du Littoral sont sensibilisés depuis hier mardi. C'est bien à l'occasion d'un atelier organisé par la direction départementale de l'industrie et du commerce à leur endroit. L'objectif est d'emmener les producteurs et les commerçants d'eau à respecter la réglementation en vigueur et surtout les règles d'hygiène tout en évitant l'usage des sachets non biodégradables. Le lancement a eu lieu à l'Infosec de Cotonou. Clément Achadé et Rachidi Soubero.
Les producteurs d'eau conditionnée du département du littoral sont ici pour une séance de sensibilisation sur les bonnes pratiques de produits qu'ils mettent sur le marché. Une initiative de la Direction départementale de l'industrie et du commerce inscrite dans le plan annuel de travail du ministère du Commerce. Des acteurs importants de la chaîne de consommation courante du département qui ont besoin d'être outillés. Le ministère du Commerce, par cet atelier, s'assure donc du respect de la réglementation en vigueur, mais aussi et surtout le respect des conditions d'hygiène. C'est pourquoi votre département ministériel s'est donné pour objectif de sensibiliser les acteurs de la chaîne de production sur les différents textes réglementaires dont l'observation stricte et le respect devraient conduire à l'obtention d'un produit sain, fabriqué et standardisé. La présente séance de sensibilisation a donc pour objectif d'amener les fabricants d'eau conditionnée en sachet à fournir aux populations de nos départements de l'eau potable produite dans le respect de la réglementation en vigueur et de les sensibiliser sur l'abandon des sachets non biodégradables. Et pour y arriver, le ministère du Commerce et le représentant des producteurs comptent sur la collaboration du ministère du Cadre de vie pour ensuite mener des réflexions devant amener les acteurs de ce secteur à abandonner l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Lesquelles réflexions permettront à court, moyen et long terme d'assainir la production et la commercialisation de l'eau en République du Bénin. L'État, dans sa mission de régulation des rapports sociaux, doit faire en sorte qu'il y ait un équilibre pour la paix et la sécurité. Les deux thèmes qui vous seront présentés au cours de cette séance vous permettront, j'en suis convaincu, de veiller à la bonne santé des populations et de gagner beaucoup d'argent. De veiller à l'assainissement de votre lieu de travail, à la propreté de vos installations, à la propreté de vos outils de travail et aux bonnes conditions de conservation de vos stocks. L'eau est considérée comme source de vie et en tant que chef d'entreprise intervenant dans le secteur, les producteurs sont invités à prendre des précautions nécessaires pour que les produits mis en consommation sur le marché ne soient pas une source de mort aux populations. C'est pourquoi le représentant de la ministre du Commerce invite les acteurs à avoir le réflexe des bonnes pratiques et assez de professionnalisme. Allez, grâce dans le reportage qui va suivre, vous nous emmenez à Parakou. Parakou qui a abrité un atelier d'évaluation des élections municipales et communales dernières. Organisé par la Commission électorale nationale autonome Sénat, cet atelier de 112 heures va permettre aux participants de faire des propositions. Afin de corriger les quelques imperfections, ont pris part aux travaux les membres de la Sénat, les représentants des institutions de la République, les maires, les préfets, les représentants des partis politiques et les acteurs de la société civile. Reportage. C'est devenu une tradition. Après une élection, la Commission électorale nationale autonome Sénat mesure les forces et les faiblesses en vue de l'organisation des élections prochaines. C'est le bien fondé de ces assises de Parakou qui seront l'occasion d'évaluer l'élection des membres des conseils communaux et municipaux du 17 mai 2020. Une élection organisée dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19. L'organisation d'une élection est une opération très complexe, comportant plusieurs défis à la fois d'ordre politique, stratégique, organisationnel et matériel. C'est pourquoi, au terme de chaque élection, nous procédons, ensemble avec les autres parties prenantes, à son évaluation pour en mesurer les forces et les faiblesses afin de tirer les leçons utiles à une meilleure conduite de l'élection prochaine. Cet atelier d'évaluation fait suite à celui du 15 juillet 2019. Malgré les difficultés, la Sénat a relevé le défi de l'organisation des communales et municipales du 17 mai 2020. C'est pourquoi le préfet du département du Borgou a tenu à féliciter l'institution avant d'exhorter les participants à se pencher sur les quelques difficultés enregistrées pendant le processus électoral et l'installation des conseils communaux et municipaux. En dépit de ces avancées appréciables, il importe de souligner
que le processus électoral a été marqué par certaines insuffisances perfectibles, relatives entre autres aux difficultés liées à l'application de certaines dispositions du cadre légal régissant les élections lors de l'installation des conseils élus. Dans ce cadre, vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, du bien fondé de cet atelier qui permettra de procéder à une évaluation approfondie du scrutin dans la perspective de sauvegarder ses acquis, de corriger les insuffisances et de formuler des recommandations pour une meilleure organisation des prochaines élections. Le maire de la commune de Parakou s'est réjoui du choix porté sur la ville de Parakou pour abriter ses assises. Aboubakar Yaya n'a pas manqué de féliciter tous les acteurs impliqués dans l'organisation réussie de ces élections communales et municipales du 17 mai dernier. S'il n'était pas évident de prime abord que nous soyons ici réunis en cette période post-électorale, il est clair que la Commission électorale nationale autonome a relevé une fois encore le défi de la bonne organisation de nos consultations électorales. Prennent part à ces assises de 112 heures les membres de la Sénat, les représentants des institutions de la République, les partis politiques, les préfets, les maires et les acteurs de la société civile. En bref et en images, ouverture lundi dernier à Boycon de la session de la commission administrative paritaire du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Au menu des échanges, des questions liées au bon fonctionnement de l'institution ainsi que le bien-être du personnel. Le projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité de Caritas Bénin tire à sa fin. Après environ 3 ans de mise en œuvre de la phase pilote, Caritas Bénin a présenté ce mardi 28 juillet les résultats obtenus. C'est à la faveur d'un atelier qui a réuni les acteurs de la chaîne de protection des enfants et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ali Moumouni. Sawana est l'une des bénéficiaires du projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité initié par la Caritas Bénin. Repêchée depuis environ 3 ans, elle est aujourd'hui en classe de 5e. Je remercie Caritas Bénin. Je souhaite que le projet ne s'arrête pas jusqu'au jour mon bac. Comme Sawana, 102 autres enfants des communes de Djougou et de Kandi bénéficient aussi de l'appui du dit projet. Après 3 années de mise en œuvre, et conformément aux normes de gestion de Caritas Internationalis en matière de redevabilité, nous avons estimé nécessaire d'organiser le présent atelier pour vous présenter les résultats du dit projet et susciter l'accompagnement du gouvernement béninois et de ses structures déconcentrées et décentralisées dans la lutte contre la mendicité des enfants. Des résultats obtenus, on retient que des 103 enfants sortis de la mendicité par la Caritas Bénin, 43 sont insérés à l'école, 60 inscrits au programme de cours accélérés, parmi lesquels 31 suivent une formation professionnelle dans divers corps de métier. Depuis plus de 60 ans, Caritas Bénin travaille aux côtés des couches vulnérables en vue de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine sans distinction de sexe, de race, de langue, de culture, de nationalité. Reconnue à juste titre comme organisation d'utilité publique et travaillant résolument dans le domaine de l'humanitaire, Caritas Bénin a pour mission, entre autres activités, de protéger tout à la fois l'enfant et l'adulte vulnérable. Comme lors de la mise en œuvre du projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité, Caritas Bénin a associé à cette séance d'échange et de partage d'expériences tous les acteurs, qu'ils soient religieux ou de la société civile. Rendez-vous que la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a elle-même honoré. Les enfants sont l'avenir de notre pays et il paraît plus que jamais nécessaire de travailler à leur protection et c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement du Bénin sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Mesdames, Messieurs, les différents acteurs de la protection des enfants, à l'instar de Caritas Bénin, doivent mutualiser leurs actions pour éradiquer définitivement de notre pays le phénomène de la mendicité des enfants qui n'honore guère la société. À l'issue des enquêtes réalisées par la Caritas Bénin, 1921 enfants en situation de mendicité
ont été recensés, dont 1078 à Kandi et 843 à Djougou. Par ailleurs, la Caritas Bénin sollicite une forte implication de l'État central et des collectivités locales pour la prise en charge de ces enfants en situation de mendicité. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain matin pour un autre bulletin. Merci beaucoup. Merci à vous, Grâce, pour une très bonne journée du mercredi à vous. Demain, à partir de 7h15, on vous retrouvera et ce sera toujours avec un plaisir pour les informations en images sur Actu Matin. L'autre rendez-vous de l'information en images, c'est tout à l'heure quand il sonnera 13h. Prenez le rendez-vous. Dans un instant, notre forum qui va s'ouvrir avec Moïse Dosoumou et Wakabali Kbara qui va nous rejoindre en plateau pour nos discussions de ce matin. Et puis, dans la suite du programme, la rubrique économie avec Clément Tchadé qui va recevoir Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Avec lui, il sera question de la filière anacarde au Bénin. Quelle stratégie pour accroître la transformation locale? C'est la grosse question au cœur des échanges qu'ils auront en plateau. Merci de nous rester fidèles. La page pub et je vous reviens juste après. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail et sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Allez, dans quelques petites secondes, 7h40 minutes. Merci d'être là, Wakabali Kbara, Moïse Dosoumou. Alors, beaucoup de sujets à aborder ce matin, au total 4. Et nous allons commencer par l'actualité. À l'Assemblée nationale, c'est fait hier. Les députés ont procédé à la désignation de leurs représentants, ceux-là qui siégeront pour la nouvelle mandature au niveau du COSLEPI, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Ils sont au total 9 à raison de 5 pour la majorité parlementaire, c'est-à-dire l'Union progressiste, et puis 4 pour le bloc républicain. Une étape de franchie dans le processus d'actualisation du fichier électoral. Moïse? Oui, je pense que c'est même ça qui annonce officiellement la présidentielle. Mais je note que contrairement aux années antérieures, il n'y a qu'un seul véritable ancien dans le lot, qui est Gilbert Bagana, je crois bien. Sinon, tout le reste, ce sont des nouveaux députés qui n'ont pas l'expérience encore de la chose. Donc, je constate que l'Assemblée a fait le choix du neuf à ce poste-là, peut-être pour limiter les polémiques, on n'en sait rien. On les verra à l'œuvre et de quoi ils sont capables. Le plus important, c'est que le travail soit bien fait
et que nous allons une bonne liste électorale qui ne soit pas sujet à polémique. Justement, le plus important, c'est que le travail soit bien fait. Ça nous renvoie donc aux défis qui attendent cette mandature de COSLEPI. Je pense que ça va être la toute dernière sur les 10 ans, compte tenu de la loi. Les dernières années. Oui, ça doit être pratiquement la toute dernière équipe ces 10 dernières années. L'Assemblée nationale a fait donc le choix du neuf, comme disait Moïse. On n'a eu qu'un seul ancien, mais je crois que l'expérience vient aussi quand on est dans la pratique. Dans la pratique, on n'est pas ancien en l'air, c'est parce qu'on a commencé aussi un jour. Donc les nouveaux, ça fait pratiquement sur les 9 ou 8 nouvelles têtes qui s'ajoutent à Gilbert Bangana, n'est-ce pas, pour faire l'expérience de COSLEPI. Je pense que le visage neuf n'est pas le problème, c'est beaucoup plus le travail qu'ils feront de manière à ce que pour le compte de la présidentielle prochaine, parce que c'est pratiquement l'élection qui est en vue, pour le compte de la présidentielle prochaine, qu'on ait un fichier électoral propre, crédible, qui ne puisse pas susciter, qui fera l'unanimité, qui ne puisse pas avoir de commentaires de part et d'autres. C'est vrai que, dans ce lot, nous n'avons pas l'opposition parce que c'est à l'Assemblée qu'on désigne les députés qui vont représenter. Ils vous diront qu'à l'Assemblée nationale, on ne parle pas de la majorité, on ne parle pas par exemple de l'opposition et de la mouvance pour désigner les membres. C'est plutôt la majorité et la minorité. Oui, je suis tout à fait. Les terminologies utilisées. Oui, ce sont les terminologies utilisées. Mais dans cette minorité, si on avait, je dirais, l'opposition à l'Assemblée nationale, on pouvait avoir ne serait-ce qu'un élément de l'opposition dans cette minorité-là. Mais dans un cas comme dans l'autre, le problème ne se pose pas à ce niveau. Je répète, c'est la crédibilité du fichier, le travail qui sera fait pour extraire un fichier propre, n'est-ce pas, de manière à ce qu'on aboutisse à des contestations déjà au niveau du fichier avant même l'élection. On rappelle qu'à ces 9 membres vont s'ajouter le directeur de l'INSAE et le directeur de l'État civil. Alors, y a-t-il quelque chose à reprocher à cette composition, Moïse Dossoumoun, quand on suit un peu l'analyse de Wahab Ali Bara, qui regrette l'absence de l'opposition? Nous avons quand même vu un COSLEPI qui est passé sans cette partie de l'opposition. Non, l'idéal, c'est que toutes les sensibilités politiques, justement, soient représentées au niveau de cet organe-là, compte tenu de la sensibilité de l'outil qui sera manipulé à ce niveau. C'est l'idéal. Mais vu que c'est l'Assemblée qui désigne le maximum de membres, et vu qu'elle n'est composée que de partisans du chef de l'État, on ne peut avoir que ce schéma-là. C'est regrettable, mais c'est la réalité du moment. Alors, la nouvelle liste compte pour la présidentielle de 2021. Les défis pour les différents membres, ça, on le sait. Il faut qu'on nous présente une liste électorale qui fera l'unanimité sans remous. Alors, dans un contexte de réforme du système partisan, Wahab Ali Bara, quelle sera, selon vous, la marge de manœuvre de ce course-là? Oui, la marge de manœuvre, elle est là. Je pense que cette question, vous aurez beaucoup plus la réponse si c'était adressé, n'est-ce pas, à l'opposition. Parce que effectivement, on a affaire à un président de la République qui n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à sa candidature, pour qu'on puisse voir si oui ou non cela va influencer déjà l'équipe du COSLEPI. Il y a ce point. Deuxième point, il s'agit, à n'en point douter, des députés acquis à la cause du pouvoir en place. Vous voyez? Donc, même de dehors, on a un regard sur cette équipe-là. C'est à l'équipe, à mon avis, c'est à cette équipe du COSLEPI de relever les nombreux défis et de faire changer le regard plutôt négatif qu'on a sur les membres désignés par l'Assemblée nationale. On aura des gens neutres qui sont aussi des personnes nommées. Mais ce n'est pas pour jeter de discrédit sur leurs personnes. Ce n'est pas pour les suspecter ou, comment dire, en peu de mots, ce n'est pas pour les suspecter, mais c'est pour dire que on a 9 députés désignés, les 9, 5 de la majorité, donc l'Union progressiste, 4 du bloc républicain. On aura le directeur de l'INSAE qui lui aussi est nommé par le pouvoir central. On a le directeur de l'État civil, n'est-ce pas, qui lui aussi, c'est une question de nomination. C'est la loi qui le demande. Voilà, c'est la loi qui le demande. Je suis tout à fait d'accord. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas, toutes les sensibilités
dans cette équipe-là. Mais on fait avec les réalités du moment, parce que ce sont les tests qui ont été appliqués. Donc, dès lors que nous avons pu appliquer les tests disent que l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, désigne ses membres. L'Assemblée nationale en exercice actuellement, c'est la 8e législature, n'est-ce pas, c'est la 8e mandature, et donc, comment dire... Avec deux partis politiques. Oui, avec 2 partis politiques. Donc, les 9 députés désignés viennent de l'Assemblée nationale en cours. Les 2 directeurs qui vont s'ajouter sont en exercice, et donc, à aucun moment, on n'a pas senti les tests piétinés. On n'a pas piétiné les tests. Par conséquent, quand on respecte les tests, on dit qu'on est légaliste. Alors, le problème... Nous sommes alors dans la légalité. Oui, je parlais de la marge de manœuvre des partis politiques, notamment ces autres partis, soit de la mouvance ou encore, surtout de l'opposition. Non, ils n'ont pas de marge de manœuvre dans cette affaire-là. Ils n'ont pas la possibilité d'être aux commandes pour manipuler l'outil et puis le rendre opérationnel. Et le suivi alors? Non, ils ne peuvent que faire le suivi dans leur base, au niveau des localités avec leurs militants. Ça ne peut que s'arrêter à ce niveau. Et peut-être des visites au niveau du COS pour s'assurer que tout va pour le mieux. Mais je pense que leur marge de manœuvre est très réduite, à moins qu'ils soient très regardants sur le terrain. Alors parlons toujours du Parlement. Il y a de cela quelques semaines, on abordait le sujet sur la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment cet article 24 lié donc à la création des groupes parlementaires où les députés sont appelés à rester dans leur groupe parlementaire. Nous avons le chef de l'État qui se dit heureux de cette réforme conduite par le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonu. Il a d'ailleurs adressé une correspondance au président du Parlement qu'il a lu en plénière, c'était hier. Patrice Talon qui déclare que cette révision était nécessaire car elle permet notamment de sauvegarder la portée de la réforme du système partisan pour consolider davantage la démocratie au service du développement de notre pays et de sa stabilité. Oui, cette réaction du chef de l'État n'étonne guère, n'est-ce pas? Le contraire nous aurait étonné. Vous voyez, j'ai les élèves, sinon des éléments que j'ai envoyés en mission, ils ont accompli la mission, on ne peut que leur adresser des acclamations, des félicitations. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on l'a maintes fois dit ici, méritait ou nécessitait un toilettage. Les mandatures ou les législatures qui ont précédé ont eu des difficultés à apporter des retouches à ce texte. Il a fallu l'année de Louis Lavonu pour que cela soit une réalité. Par conséquent, on ne peut que féliciter Louis Lavonu par rapport à cet élément et féliciter par la même occasion les députés qui ont contribué à ce que les grandes réformes et le toilettage nécessaire soient insérés dans le règlement intérieur. La réforme du système partisan, on aurait eu de blocage si bien entendu on ne touchait pas aussi au règlement intérieur, de manière à ce que ça puisse limiter un certain nombre de choses. Le laisser aller, si je peux me permettre, qu'on avait avec les équipes antérieures, c'est-à-dire avec les mandatures passées, en tenant compte donc de ce règlement intérieur, sinon de l'ancien règlement intérieur qui bloquait le fonctionnement des activités à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on a sauté désormais ce verrou-là. Et d'une manière ou d'une autre, le règlement intérieur actuel de l'Assemblée nationale vient s'arrimer aux réalités du moment. Et les réalités du moment, c'est le système la réforme du système partisan. Par conséquent, ces acclamations, sinon ces félicitations du chef de l'État à l'endroit des députés, n'est-ce pas, ce n'est que de droit. Oui, ce n'est que de droit, c'est ce que vous dites, hein, Waravali Para. Mais était-il opportun pour le chef de l'État d'adresser une correspondance à l'Assemblée nationale à travers son président, Louis Lavonu? Non, moi j'ai trouvé la démarche plutôt curieuse. Je n'ai pas compris comment le chef de l'État peut décerner une satisfaction aux députés, surtout lorsqu'il ne s'agit pas là d'un projet de loi, ou bien d'une autorisation de ratification. Ce qui s'est passé à l'Assemblée est du domaine de l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui se sont entendus, même s'il y a une grosse polémique à ce niveau, pour réviser les règlements intérieurs. Même si ça rentre dans le cadre plus ou moins de la réforme du système partisan, tout ce qu'on peut dire autour. Je n'ai pas compris pourquoi le chef de l'État puisse adresser un courrier officiel à l'Assemblée pour féliciter les députés de cet état de choses. Il me semble là, j'y perçois plutôt des signes de collusion entre les deux institutions. À mon avis, même si l'Assemblée n'est composée que de soutien du chef de l'État,
on devait faire attention de ne pas trop bouger les lignes, que chacun reste dans son précaré. Certes, le chef de l'État peut s'adresser à l'Assemblée, c'est prévu dans les textes, mais cette manière-là, surtout pour une matière purement qui est du ressort même de l'Assemblée nationale, qui est du ressort du fonctionnement de l'institution, je ne comprends pas cette ingérence en griffe du chef de l'État dans cette affaire. Ça me paraît alors, vraiment quand on parle bizarre. d'ingérence, quand on sait que c'est Patrice Talon qui est initiateur de la réforme du système partisan, Le règlement donc, intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas a priori de lien avec la réforme du système partisan. Cette réforme a été manifestée par des lois qui sont déjà votées. Maintenant que l'Assemblée décide de revoir son règlement, ça c'est de son propre ressort, c'est du fonctionnement de l'institution même. Donc je ne vois pas l'intérêt manifeste du chef de l'État pour cette affaire. Justement, quand je rappelais donc dans le contenu de sa correspondance cette phrase qui dit que cette révision était nécessaire car elle permet notamment de sauvegarder la portée de la réforme du système partisan. Qu'avez-vous à dire? Non, moi je trouve contrairement à Moïse qui parle d'ingérence, qu'il ne s'agit pas d'ingérence. C'est vrai, ce sont des pouvoirs séparés, n'est-ce pas? L'institution, l'Assemblée nationale est un pouvoir à part. La présidence de la République, c'est une autre institution, n'est-ce pas? Mais j'estime que le président de la République qui est, à la tête du pays, se doit, lorsque, par exemple, une institution fut-elle d'un autre pouvoir, donc du pouvoir législatif, fut-il d'un autre pouvoir, se doit, lorsque des éléments font un bon travail, n'est-ce pas, qu'on puisse leur adresser les félicitations qu'ils méritent. Ça veut dire que même dans le rang du judiciaire, si les éléments de la justice ont opéré peut-être des réformes, que ce soit sous proposition du gouvernement, que ce soit de leur propre ressort, si c'est bien fait et que cela ouvre, la porte au progrès, que cela facilite, en tout cas, permette que les choses aillent de façon, je dirais, adéquate. Il est peut-être du ressort du chef de l'État de s'adresser à... Peut-être c'est le formalisme qui pose problème, c'est-à-dire s'adresser de manière formelle avec une correspondance, que c'est peut-être là qu'on peut hésiter, on peut sentir, oui, les députés actuels sont acquis à la cause du gouvernement, sinon du pouvoir central, mais quand le chef de l'État leur adresse un courrier officiel, n'est-ce pas, cela, porte à croire qu'il y a, quand se retrouve, disons, dans cet esprit de réforme, et pour le président de la République, qui dit que les groupes parlementaires sont l'émanation des partis politiques et il devait ainsi l'incarner à l'Assemblée nationale, la stabilité souhaitée pour ces formations politiques, pour le bon fonctionnement de l'institution. Est-ce que c'est pas le fait qu'il soit, disons, au départ, le réformateur de notre système politique et que cette réforme puisse aboutir aujourd'hui, que nous ayons des partis politiques, disons, mieux dirigés, et qu'à l'Assemblée nationale, surtout à travers la stabilité recherchée au sein des groupes parlementaires, qui a conduit le chef de l'État à se prononcer en adressant cette correspondance donc au président de l'Assemblée nationale, Moïse. Le chef de l'État a le droit de voir les choses sous le prisme qui lui convient. Personne ne peut lui refuser cela. Et même s'il est à l'origine de cette réforme-là, il peut toujours se glorifier des avancées en griffe qui lui permettent de se conforter dans cette position. C'est également son droit. Mais je persiste à croire qu'il n'a pas adressé un courrier formel à l'Assemblée pour la féliciter d'avoir révisé son règlement intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. On parle là du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas d'un projet de loi, ce n'est pas d'une autorisation de ratification. Et ces félicitations, à mon avis, auraient pu être officieuses entre eux là-bas, sans que ça ne soit porté sur la place publique. Parce que ça laisse penser que peut-être que c'est encore lui qui est à l'origine de cette révision du règlement intérieur. Et ça peut laisser penser que la grosse polémique qu'il y a eu autour de cette affaire-là également, c'est que ça tire son origine de quelque part. Et n'oublions pas que c'est pas la réforme opérée au niveau de l'article 24 qui est le plus concerné par... Justement, c'est de ça qu'il est question, que les députés d'un parti politique ne soient pas autorisés à s'éclater en autant de groupes parlementaires que constitue leur nom. Je pense qu'il a fallu même 41 procurations pour faire passer cette affaire-là. Et beaucoup de députés n'étaient pas d'accord lors de la première session qui a débattu de ce sujet-là. Donc quand je mets l'un dans l'autre, je me dis que quelque part, c'est sûr qu'il y a des frictions, il y a des mécontentements, et qu'il essaie peut-être d'arrondir les angles, de calmer un peu le jeu.
Mais je trouve la démarche curieuse. Il aurait pu, à mon avis, s'abstenir. Il aurait pu s'abstenir. Oui, s'abstenir peut-être du document. Et peut-être le faire, si on doit dire... Est-ce que ce n'est pas un signe de reconnaissance à l'endroit de ceux qui... Oui, c'est un signe de reconnaissance, c'est vrai. Le règlement, la révision du règlement intérieur relève de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une idée à proprement dit, je répète, à proprement dit, du chef de l'État. Mais la réforme du système partisan, n'est-ce pas, est une émanation du chef de l'État. Donc, l'un mis dans l'autre, cela facilite la tâche au président de la République qui a longtemps prôné, n'est-ce pas, cette réforme du système partisan qui aujourd'hui est une réalité au Bénin. Donc, si on trouve une seconde corde à l'arc du chef de l'État, c'est tout de même légitime qu'il puisse féliciter ceux qui ont accompagné ce travail-là. Donc, mon avis, pour partager l'inquiétude de Moïse, c'est la procédure, la démarche qui a posé problème. Si c'est peut-être dans le discours du chef de l'État, n'est-ce pas, pour le 31 juillet ou bien le 1er août, n'est-ce pas, qu'on a senti peut-être quelques phrases s'adressant à l'Assemblée nationale pour ce travail fait, on pourrait encore comprendre. Mais une lettre spéciale adressée au président de l'Assemblée nationale qui a eu des frissons au point de le lire, en plénière à l'Assemblée nationale, je pense que c'est un élément de trop, n'est-ce pas, qui s'interprète comme une grande affinité entre l'Assemblée nationale et le palais, sinon entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, qui, bien entendu, selon nos tests, sont des pouvoirs séparés. La séparation de pouvoirs, ça, il faut le rappeler. On va aborder un troisième sujet, et c'est ça qui fait d'ailleurs l'actualité depuis sa publication dans notre pays. Il fait bon vivre, on vit mieux, on vit heureux. Notre niveau de bonheur est élevé selon le rapport 2020 du classement mondial du niveau de bonheur. Est-ce que vous ressentez cela au cours de cette année? Vous l'avez déjà ressenti, Moïse Dossoumu? Bon, c'est votre sourire en dit long. Non, c'est une question que je vous adresse avec beaucoup de sourire. Comme je l'ai dit une fois sur ce plateau, on ne peut pas vouloir que notre pays soit en arrière. On ne peut que vouloir que les choses aillent de l'avant. C'est certain. Quelle que soit la posture politique qu'on a, le vœu le plus cher qu'on puisse, prêter à notre pays, c'est que les choses aillent de l'avant. Mais quand je prends encore cette affaire-là, qui nous est tombée un peu comme sur la tête hier, je me suis demandé, mais quels sont les critères sur lesquels cette affaire-là s'est basée pour qu'on puisse dire que nous sommes 3e en Afrique au niveau des pays les plus heureux. C'est peut-être sur le fait, ça peut peut-être se comprendre. Mais quand on dit qu'un peuple est heureux, qu'il vit mieux, c'est que des progrès ont été faits de quelque part. Et quand on parle d'épanouissement, quand on parle de bonheur, moi je prends seulement en compte les 5 besoins fondamentaux. Se loger, se vêtir, se nourrir, s'instruire et puis se soigner. Est-ce que les Béninois, pendant ces dernières années-là, ont eu plus de facilité à se loger, à indiquer les enfants, à se soigner, à se vêtir, à s'instruire? C'est de ça qu'il est question. Si chacun dans son domaine, dans son ménage, a vraiment des facilités pour, satisfaire ces 5 besoins-là, c'est qu'effectivement, nous faisons partie des pays les plus heureux. Mais si au contraire, les gens éprouvent de la difficulté, si c'est de plus en plus pénible pour les ménages, justement, de satisfaire ces besoins, c'est qu'il y a un peu comme un décalage entre ce qui est dit et la réalité. Mais l'autre chose, je note que le chef de l'État a dit en 2016 qu'il souhaitait être porté en triomphe par son peuple. Je pense qu'il revient à ce peuple-là de dire s'il est vraiment heureux ou pas, et s'il est prêt à le porter en triomphe, plutôt que ça vienne de l'extérieur. Vous faites partie du peuple, dites-nous. Non, si je dois exposer ma préoccupation personnelle, je pense que enfin, bref. Vous pensez que vous n'êtes pas heureux? Et vous, Wahab? Non, Christian, je crois qu'on nous aurait mieux exposé les difficultés que vivent les autres pays que comparativement au Bénin, et puis on se serait mieux prononcé par rapport à cette situation. Oui, c'est une bonne nouvelle pour le Bénin, n'est-ce pas? Cela s'ajoute aux nombreuses palmarès du gouvernement qui a eu de bons points au niveau de la Banque mondiale, au niveau du Fonds monétaire international et bien d'autres institutions internationales. Mais je pense que pour cet indice de bonheur, qui sont ceux qui ont servi d'échantillon
Est-ce les membres du gouvernement? Est-ce les députés? Est-ce les directeurs généraux? On dit que le classement se base sur un échantillon de 1000 personnes dans chaque pays apparemment. Voilà, et qui se positionnent sur une échelle de 0 à 10 tout en répondant à des questions sur leurs émotions, leur santé et puis le futur. Voilà, donc ces 1000 personnes sélectionnées en République du Bénin, il faut qu'on puisse nous donner une portion pour qu'on puisse évaluer. Pour vous, ces 1000 personnes ne sont pas crédibles? Non, ils n'ont pas été sincères envers... Je ne pense pas, parce que quand on prend 1000 personnes, c'est le nombre que nous constituons au Bénin, ce sont des gens de quelle localité on a pris. Lorsque vous avez des Béninois qui ont des difficultés à formaliser, qui sont à la retraite, n'est-ce pas, des fonctionnaires à la retraite, qui ont des difficultés dans les couloirs de l'administration béninoise à formaliser leurs documents pour obtenir leur pension de retraite, je ne pense pas que ces personnes soient heureuses. Lorsque vous avez encore dans des localités des gens pour qui la lumière est un luxe, je ne pense pas que ces populations puissent se prononcer dans le sens de l'enthousiasme. Lorsque vous avez des localités où franchement pour obtenir ce qui est un semblant de centre de santé, un semblant de maternité, est vraiment comme s'il changeait de pays. Franchement, je ne pense pas que ces localités-là puissent se prononcer dans le même sens que... Alors, je partage avec vous et avec nos téléspectateurs un extrait du rapport World Happiness Report qui dit « Le Bénin a connu la plus forte progression. Le pays qui se classe aujourd'hui 86e a connu, comme d'autres États en transition, la plus forte progression depuis 10 ans. Il remonte ainsi vers le milieu du classement, une situation qui ne reflète pas celle de l'Afrique subsaharienne en général, où l'on constate de nombreuses disparités, l'urbanisation étant un facteur déterminant. Plus les habitants vivent en ville, plus ils sont heureux. Moïse Dossoumo, vous vivez en ville? Je pense beaucoup plus que ceux qui sont dans les milieux ruraux qui sont heureux. En Afrique, généralement, c'est beaucoup plus ça. Parce qu'ils n'ont pas le stress de la ville. Ils n'ont pas le stress de la fumée, de la cité. Ce sont des gens qui ont des greniers bien fournis et qui mangent tout au moins à leur faim, même s'ils ont d'autres soucis. Je pense que c'est ça qui est capital dans l'affaire. Et cette affaire d'un échantillon de 2 milliers de personnes, vous allez en statistique, l'échantillon obéit à des règles. Est-ce que cet échantillon-là est vraiment représentatif de la population béninoise? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que quand vous voyez un peu autour de vous, quand vous écoutez les gens, moi je ne lis pas du bonheur sur les visages. Je ne vois pas du malheur non plus, mais le bonheur qu'on est en train de nous vendre là, mais qu'on est en train de nous miroiter, je pense que nous sommes encore loin de l'atteindre. Si on nous parlait des réformes structurelles au niveau de l'État, on peut encore dire qu'il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de réformes et que ça a impacté. Mais quand on prend l'aspect heureux, l'aspect bonheur des ménages, je pense que nous sommes encore très loin de ce qui est dit là. Oui, je crois que Moïse n'a pas tort dans son analyse ce matin, et moi non plus. Ça, je soutiens fermement que que les résultats qu'on nous a apportés, qui nous sont tombés depuis hier nuit, n'est-ce pas, ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Beaucoup de débats dans l'opinion aujourd'hui. Oui, la réalité sur le terrain. D'abord, cet indice, ce point-là invitera, je dirais, nos parents dans les villages, dans les campagnes, à se ruer vers la ville, parce qu'ils estiment que c'est en ville, n'est-ce pas, que se trouve le bonheur. Nous qui vivons à Cotonou, à Bobé-Calavi, qui sont de grandes villes du Bénin, on dira que le bonheur se trouve à Cotonou, le bonheur se trouve à Calavi. Par conséquent, nos parents qui sont dans les localités éloignées... Il faut rappeler que Cotonou est classé meilleur... ville, au plan mondial, on est 5e. Au plan mondial, je crois, nous sommes 5e. Nous sommes 5e. Donc, ça va, d'une manière ou d'une autre, inviter les populations des localités lointaines, n'est-ce pas, à rejoindre Cotonou. Oui, justement. Qui n'est pas amoureux du bonheur? Qui n'est pas amoureux du bonheur? Non. Je pense que quand d'ici et non loin de nous, n'est-ce pas, vous avez des difficultés à avoir vos salaires à bonne date, ça pose déjà un problème. On ne peut pas dire que vous êtes heureux. Lorsque la Tabaski est tout près et que vous n'avez pas
pas encore votre mouton pour berler dans la cour, je pense que ça pose problème. On ne peut pas dire que vous êtes heureux. Lorsque la date 5 s'approche, nous sommes au 29 juillet aujourd'hui, et que vous réfléchissez à quelle phrase formuler pour présenter vos excuses à votre propriétaire, le propriétaire de la maison où vous avez loué, je ne pense pas qu'on puisse dire que vous êtes heureux et que le bonheur est à votre porte. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce résultat-là ne reflète pas complètement la réalité sur le terrain. Quand vous regardez la manière dont les loyers coûtent très cher, en dépit des nombreuses réformes que le ministère du cadre de vie et autres ont prôné, vous allez comprendre que vraiment on n'est pas heureux. En raison de fait que Cotonou et beaucoup de grandes villes sont bombées, sinon sont envahies par les localités de loin qui viennent chercher le bonheur à Cotonou et dans les grandes villes, vous allez comprendre que le loyer coûte très cher, les chambres sont exiguës, vous voyez, parce qu'on veut contenir le grand nombre. Par conséquent, les propriétaires de maisons conçoivent des chambres qui sont toutes petites de manière à ce qu'ils aient assez de monde dedans. Où se trouve le bonheur à ce moment lorsque vous êtes confiné? N'oubliez pas que notre pays va de performance en performance. Ça, il faut le reconnaître. Et que le tableau d'honneur que nous avons aujourd'hui reflète... La liste est bien longue en ce qui concerne les palmarès du gouvernement qu'il faut applaudir, mais sur cet aspect, la réalité, vraiment, il va falloir qu'on puisse davantage nous expliquer ce détail-là. Et même sur l'aspect des palmarès en question, il faut que la communauté nationale soit en harmonie avec ces palmarès-là. Vous pensez qu'elle n'est pas en harmonie avec... Je n'ai pas ce sentiment-là. Je n'ai pas ça. Tout vient de l'extérieur. C'est de l'extérieur qu'on nous dit que tout est bien, tout est beau dans notre pays. Mais qui nous laisse au moins la parole, nous Béninois, pour nous prononcer sur ce que nous constatons. Est-ce que nous avons des instances qui font, par exemple, ce genre de travail en tout cas, les statistiques ceux qui sont à l'extérieur estiment qu'ils sont les mieux habilités à parler nom des Béninois, mais c'est tant mieux pour eux. Nous, notre réalité est différente. On rappelle que nous sommes 3e pays derrière l'île Maurice et puis la Côte d'Ivoire. Alors, on va finir avec la Tabaski, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, Wahab Ali Bara, dans ce contexte de Covid-19. On rappelle que ce jour, la grande prière se déroule bien souvent au niveau des grandes places, les places Idi, mais cette fois-ci, ce sont dans les mosquées exclusivement que les prières vont se dérouler. Oui, je crois que c'est une manière d'inviter les fidèles musulmans à prendre conscience du contexte qui a varié. C'est la première fois, en tout cas au Bénin, à ma connaissance, qu'on en arrive là, et ce n'est pas une décision prise à tue-tête. C'est en raison du contexte que nous connaissons, le contexte du coronavirus, une manière de limiter les dégâts. Plaise le ciel que les mesures de distanciation, les gestes barrières soient respectés. Sinon, le problème, la solution n'est pas encore trouvée. Si il faut se confiner dans nos mosquées qui sont exiguës, l'idée d'aller dans les places, sinon sur les places Idi, c'était pour pouvoir contenir le plus grand nombre. Ça veut dire que si ce grand nombre de grands espaces doit venir se retrouver dans les mosquées à capacité moyenne, je pense que le problème va se poser. C'est d'inviter davantage les fidèles musulmans, n'est-ce pas, à prendre conscience du danger et se dire qu'on a, par la grâce de Dieu, plusieurs autres fêtes de Tabaski à fêter, et inutile d'aller se mettre en danger et rater ces autres occasions. Oui, Moïse de Soumou. Donc je comprends le souci du gouvernement qui est de limiter plus ou moins la propagation de la COVID-19. Mais je vois aussi une autre préoccupation qui serait un peu difficile pour les imams, notamment pour ce qui est de l'immolation du bélier. Oui. Quand je vois l'architecture de certaines mosquées, quand je vois leur situation géographique, quand je prends par exemple la mosquée centrale de Zongo, bien celle du quartier Jacques, je me demande où est-ce que le bélier sera immolé, puisque tout autour, ce n'est que du pavé, ce n'est que du bitume. À moins qu'on le fasse comme ça, sur le bitume, et qu'on nettoie après, je me pose des questions, parce qu'on n'a pas la possibilité à ces endroits de creuser. Là où il y a pavé, ils vont ôter les pavés, je pense. Ce ne sera pas pratique. Je pense ce ne serait pas pratique, et je ne pense pas qu'on puisse faire cela. Ce petit souci, enfin, cette petite préoccupation qu'une autre à ce niveau-là, parce que l'immolation du bélier, justement, fait partie du rite ce jour-là. Merci beaucoup à vous, Maurice de Soumou. On attend vendredi prochain
pour voir ce qui sera fait, comment la fête sera célébrée, notamment la prière au niveau des mosquées. Merci à vous, Wakabali Para. Merci Christian, très bonne merci journée. à tous. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons observer la pause pub et puis nous ouvrirons juste après la deuxième partie de cette matinale avec Clément Tchadé qui recevra en invité Roland Ribou. Il est le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Avec lui, il sera question de la filière anacarde dans notre pays. Quelle stratégie pour accroître la transformation locale du cajou? Grosse intervention, nous aurons des précisions dans un instant. La pub. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail et sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Allez, 8h14, nous sommes mercredi et dans la deuxième partie de votre matinale Actu Matin, c'est bien sûr le rendez-vous économie, un rendez-vous quotidien que nous prenons avec Clément Tchadé. Clément, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Allez, vous êtes en plateau avec Roland Ribou, qui est le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Bonjour Roland, bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, merci d'être là. Clément. Oui, Christian, on parle ce matin, vous avez déjà commencé par
en parler de l'ANACAD et encore de l'ANACAD du Bénin, une filière à fort potentiel de croissance et qui est laissée pendant longtemps dominée par l'exportation. D'ailleurs, cela n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle représente 25% de la richesse agricole du Bénin avec environ près de 3% du PNB, le produit national brut. Mercredi surpassé, on avait déjà commencé par parler de l'organisation des acteurs de la filière ANACAD. Ce matin, on revient, comme vous l'avez bien dit, sur le sujet, mais cette fois-ci en nous intéressant au volet transformation et donc l'agro-industrie. Et pour analyser justement son impact sur l'économie nationale et surtout les avantages de la transformation au lieu de l'exportation, un acteur important mais discret du monde, ou je veux dire de la filière ANACAD, monsieur Roland Ayroubou, bonjour, bienvenue sur Radio Matin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Comment se porte la maison CIPB? Oui, merci. Nous continuons nos activités. Donc nous avons, comme vous le savez, la partie justice, la partie fiscalité. Et on a effectivement rajouté la partie transformation de l'ANACAD, enfin, de manière générale la filière ANACAD, parce que nous pensons que c'est une filière extrêmement porteuse qui pourrait devenir, si les vœux du président de la République sont respectés, c'est-à-dire 300 000 tonnes d'exportation, 150 000 tonnes de transformation, une filière presque comparable à celle de la filière coton, quoique celle-ci maintenant a encore bien évolué. Mais l'idée, c'est cela, c'est que le cajou soit un des piliers de l'économie béninoise. Alors, M. Ayroubou, vous dites que votre maison CIPB se porte bien, sinon très bien, mais on ne vous entend plus comme avant. Et ça dit qu'il y a eu un changement qui a pris par là et qu'on ne vous entend plus comme avant. Ah, vous m'étonnez là. Non, moi je pense que nous sommes toujours actifs. Vous savez, on n'est pas en principe très, comment dire, on va dans les médias, ceci, cela, on fait un travail de fond important et ensuite on le transfère vers les autorités de l'État. Et on le transfère aussi vers nos partenaires, la Chambre de commerce, le patronat, etc. Pour ce qui est de notre activité, par exemple, en fin d'année dernière, nous avons eu une activité très importante avec le tribunal de commerce. Nous avons fait à Grand Popo un séminaire, le premier séminaire. Donc nous sommes un soutien, je veux dire, un apportant à notre appui autant que possible au tribunal de commerce, par exemple. Bien entendu, la fiscalité, nous continuons nos activités. Donc en fin d'année dernière, nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour discuter du budget, etc. Non, je ne pense pas qu'on soit moins actif, en tout cas peut-être moins visible, je ne sais pas. Mais peut-être que vous ne critiquez plus comme vous le faisiez auparavant. Peut-être qu'il y a moins de choses à critiquer aussi, non? Des avancées très importantes ont été faites. Vous savez, par exemple, nous, on a beaucoup parlé du problème de la numérisation, que les choses se passent de cette manière. C'est en train d'être fait, donc on ne va pas critiquer une chose qui est en train d'être faite qui est bien. Donc, Alors, depuis quelques mois maintenant, quand on parle de l'économie, quand on parle du monde des affaires, je veux dire le monde de l'entreprise, on parle aussi et Covid, en témoigne les problèmes que rencontrent les acteurs du monde des affaires. Vous qui êtes dans la transformation, comment arrivez-vous à vous en sortir pendant ce temps de Covid? Écoutez, justement, Covid, parlons-en quelques instants, puisque là, nous avons on fait du travail. Avant que l'État ne le décide, on a parlé des masques. Donc, juste un petit peu avant que le chef de l'État n'impose le masque pour tous, ce qui était une grande mesure, puisqu'en fait, c'est le premier pays en Afrique, juste avant le Maroc, qui a imposé le masque, de la même manière que c'était le pays qui a le seul à décider de ne pas confiner toutes les populations en général, ce qui était une décision, je veux dire, géniale, puisque ça a évité une extrême pauvreté pour beaucoup de gens, alors que les autres pays africains continuent à le faire, si vous voulez. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est bien, mais on a travaillé sur le Covid, par exemple. Ici, à Canal 3, vous avez une émission qui s'appelle « Ça bouge ». Et cette émission, donc, dedans, j'ai fait quelques capsules justement sur le Covid, sur différents points de vue, dans le monde, qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'en protéger, etc. Donc non, sur le Covid, justement, pour le CIPB, ça a été un de nos chevaux de bataille récemment.
les usines de transformation, l'agro-industrie, est-ce qu'elle va mieux actuellement pendant ce temps de Covid, ou bien quelles sont les difficultés que vous vivez? Aussitôt, dès que les mesures, on a vu que certaines mesures étaient prises dans certains pays du monde, je vois même en anticipation de ce que l'État a fait, nous avons imposé le masque à tous dans nos unités, donc à l'usine et également au siège. Et bon, bien entendu, les mesures barrières, etc. Donc nous avons toujours été en phase avec l'État, et même parfois on a légèrement précédé. Bon, bien sûr, ça nous impose une distanciation de nos ouvrières dans le domaine, par exemple, de la transformation de noix de cajou. Donc c'est un petit problème parce que du coup, on ne peut pas employer autant de personnes, etc. Mais enfin, on a géré. Je pense qu'on n'a jamais arrêté, hein. Pas un seul instant, l'activité ne s'est arrêtée. Le siège a toujours fonctionné, même si une certaine partie du personnel était resté à la maison pour travailler en télétravail. Mais moi, je suis toujours allé au bureau sans arrêt. Donc, pour nous, je ne dirais pas que c'était business as usual. Mais enfin, quand même, on a vraiment on continue à travailler. Personnellement, je suis d'avis que cette Covid, c'est une grosse grippette, si vous voulez. Hein, parce que quand on compare aux épidémies qui ont eu lieu il y a quelques années, aux pandémies, H1N1, etc., finalement, il y a eu beaucoup plus de morts qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les médias qui en font beaucoup. Et finalement, bon, on a imité le reste du monde. Alors tous les soirs, on annonce le nombre de morts, etc. Bon, Dieu merci, chez nous, on est encore à 3 morts par million d'habitants. Quand on compare à des pays qui en sont à 400, 300, dans les pays européens en particulier. Mais je pense qu'il faut raison garder et il faut continuer à travailler. On ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a une épidémie qui va tuer, d'ailleurs, surtout désolé de le dire, mais c'est surtout des vieux avec des comorbidités. Donc, pour moi, le palu est plus dangereux. Hein. On doit en être déjà à combien? Peut-être 1500 morts, 2000 morts depuis le début de l'année. Personne n'en parle. Alors, on va parler maintenant, on ira au fond de notre sujet. Aujourd'hui, les organisations professionnelles de la filière ANACAD entendent donc travailler aux côtés du gouvernement pour porter, je dirais, augmenter la production nationale, justement parce que quand on parle de la transformation, il faut quand même avoir une bonne quantité des produits localement produits, si je peux me répéter ainsi. Où en êtes-vous dans ce projet pour lequel vous avez eu à travailler avec les autorités? Oui, tout à fait. Donc, justement, le jour où le PAG a été annoncé, moi, dans 2 journaux, j'ai suggéré qu'il y avait pour le Bénin 2 problèmes très importants. C'était un l'ANACAD et l'autre la démographie. On ne va pas parler de démographie aujourd'hui, mais sur l'ANACAD, nous, on a toujours été, nous, CIPB et puis aussi Fludor, puisque Fludor, de la société dont je suis le président directeur général, est un opérateur important dans le domaine, même le plus important en réalité, dans la transformation. Et donc, il y a tout un programme que nous avons suggéré. J'ai travaillé avec Gaston Dossoui sur ce sujet avant qu'il ne soit ministre, puis ensuite depuis qu'il est ministre. Nous sommes allés récemment avec l'APIEX et d'autres en Tanzanie et au Mozambique pour voir quels sont les modèles, parce qu'effectivement, il nous faut un modèle à la fois pour la production des noix, donc pour les planteurs, et aussi pour la transformation. Donc je pense maintenant, je continue à travailler avec l'APIEX à ce sujet, on est au point où on souhaite que vraiment il y ait un modèle béninois de la filière, comme il y a un modèle tanzanien, un modèle du Mozambique, un modèle de Côte d'Ivoire, pour être à la fois très performant en matière de, justement, comme vous disiez, de production des noix et puis de transformation. Sur la production, bon, on est béni d'avoir une noix de très bonne qualité, mais elle est encore produite avec peu de productivité. Donc, ce que fait actuellement le ministère de l'Agriculture, c'est une formation avec d'ailleurs Technoserve, qui est sur le sujet depuis longtemps, une formation pour que les gens apprennent à élaguer correctement, réduire peut-être le nombre d'arbres, parce que les arbres s'étouffent les uns les autres sur la plantation, et puis commencer à faire du surgreffage. Donc, toute une activité, je pense que ça va aller crescendo. Il y aura ensuite également de nouvelles plantations à côté des anciennes, mais le plus facile, c'est les anciennes. Parce que les anciennes, en une saison, on peut arriver à augmenter la productivité de façon importante. Donc on est là-dedans. Vraiment, le gouvernement, actuellement, a pris ça à bras-le-corps et
on avance. Est-ce que véritablement la production ces dernières années évolue-t-elle? La production a évolué, disons, depuis 2016. Hein. Je dirais pas en dents de scie un petit peu, mais ça dépend également des conditions climatiques. Par exemple, l'année dernière, on a eu de très mauvaises conditions, les noix n'étaient pas de bonne qualité, etc. Donc il y a ce phénomène, tous les 3-4 ans, il y a une mauvaise récolte. Sinon, effectivement, la production a un petit peu augmenté, mais c'est maintenant que ça va commencer. Est-ce que vous avez quelques chiffres à partager avec nous? Oui, c'est de l'ordre de 120 000 tonnes tous les ans, si vous voulez, hein, plus ou moins. Oui. Alors qu'on veut atteindre combien au maximum? 300 000. 300 000, bon, je pense qu'on peut facilement augmenter de 50% sans grand problème sur un an ou deux, hein, grâce à ces mesures rapides dont j'ai parlé. Et ensuite, bon, c'est un travail un peu plus lent, oui. Alors, parlant justement de l'évolution de la filière anacarde et surtout des dernières campagnes de commercialisation, quel lien faites-vous avec l'amélioration du climat des affaires au Bénin? Bon, il y a une chose très importante, c'est que petit à petit, tout étant informatisé, régulé, etc., on va arriver à un système où il n'y aura plus dans le désordre des petits acheteurs indo-pakistanais qui viendront, on va acheter 50 tonnes, 100 tonnes ici, à des prix défiant toute concurrence, parce qu'ils seront venus avant la saison et qu'ils auront acheté à des gens qui avaient un besoin particulier. Si vous voulez, l'idée c'est ça, c'est que les planteurs, donc les producteurs, arrivent à tirer un revenu normal de leur exploitation et qu'ils ne soient plus dans des situations où avant la campagne, ils cèdent des quantités à des prix dérisoires, je dirais. Mais écoutez, nous sommes dans quand même la mondialisation. Est-ce à dire que les réformes opérées ont seulement avantagé les investisseurs locaux, nationaux? Bon, à ce stade-ci, les réformes sont en train d'être mises en place. Hein. Donc ça prendra du temps. Là, on parle du climat des affaires en général. Sur l'anacarde en particulier, il y a 2 décrets qui sont en cours de discussion pour arriver justement à avoir un conseil de l'anacarde qui pourra dialoguer avec les acteurs et qui pourra améliorer les choses sur la durée. C'est l'agriculture, hein. En plus c'est des cultures pérennes, donc c'est pas une culture annuelle comme le coton qui une année peut faire 140 000 tonnes et puis l'année suivante 300 000 tonnes, si vous voulez, dans l'ancien système. Avec l'augmentation de la production et la stratégie de sa transformation, que pourraient gagner en retour les producteurs et l'agriculteur les producteurs, pour eux, c'est énorme, parce qu'en réalité, la rentabilité est assez faible. On parle de 300 à 400 kilos par hectare, alors que sans grand changement, on peut arriver à 800, 900. Vous imaginez doubler la production, alors que par contre, bien entendu, le coût de l'entretien et autres ne serait pas augmenté énormément. Donc là, les marges des planteurs vont augmenter énormément. Donc pour eux, c'est du pain béni. Il faut qu'ils suivent vraiment le programme du gouvernement, qu'ils n'hésitent pas à prendre les mesures qui sont suggérées sur le terrain par les acteurs, donc aussi bien les coopératives que le ministère de l'Agriculture, de façon à augmenter la productivité très vite. Alors, dans le PAG, le programme d'action du gouvernement, le Bénin ambitionne désormais transformer, je le disais tout à l'heure, je dirais 60% de la 50%. production, 50% et 50% alors pour, je dirais, l'exportation. Oui. Et où en êtes-vous dans ce projet? Combien de tonnes sont déjà transformées au Bénin? Pour l'instant, on est dans une situation qui n'est pas très très favorable. Depuis 2018, le marché de l'amande blanche, donc ce qu'on vend, s'est retourné à la baisse fortement. Et nous sommes pris dans un étau entre d'un côté des Indiens qui refusent de nous acheter des amandes blanches, parce qu'ils ont mis des droits de douane, pratiquement 100% de douane sur ces produits, et qui par contre viennent acheter nos noix brutes avec un prix très attractif, puisqu'ils aiment bien notre amande blanche, très blanche, qu'ils vendent ensuite sans la faire torréfier. Donc pour nous c'est difficile, parce qu'on a affaire à des concurrents redoutables, qui sont puissants, qui ont un marché intérieur très intéressant, plus rentable que le marché international, le marché indien, et c'est difficile. Alors donc vous devez avoir une stratégie pour vous imposer aussi sur les marchés et contourner toutes ces difficultés que vous vivez? Oui, tout à fait. C'est le but des réunions que nous tenons actuellement avec la PIEX pour arriver à un modèle béninois.
Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que l'Afrique n'est pas actuellement compétitive par rapport aussi bien à l'Inde, qui a son énorme marché intérieur, que le Vietnam, qui a une productivité extraordinaire. Donc si on veut réussir, il faut que l'État soutienne. Donc on est en train de discuter avec, moi je suis vice-président du CNTC, Conseil national des transformateurs de cajou, et on est en train de discuter avec la PIEX pour proposer ultérieurement un modèle au chef de l'État sur la meilleure façon d'arriver à avoir une transformation importante, genre les fameux 50% du PAG. D'accord. Alors ça va être probablement la dernière question. En optant ou en donnant une place de choix à la transformation au lieu de l'exportation, et que gagne l'économie de façon concrète? Il y a deux choses. D'abord, c'est une partie de la valeur ajoutée, au lieu d'être créée en Inde ou au Vietnam, elle sera créée sur place. Et ça va avoir des conséquences sur l'emploi extrêmement importantes, puisque des dizaines de milliers de femmes vont être employées pour le dépelliculage, agir sur la matière pour qu'elle devienne ces fameuses amandes que nous exportons. Une autre étape, on ira à faire des petits sachets, donc le Bénin apparaîtra avec le cajou sur le marché international. Donc il y a à la fois beaucoup d'emplois et puis bien sûr beaucoup d'argent. On peut parler de 100 milliards de CFA à un moment donné. Ça, c'est la richesse que cela pourrait générer. Tout à fait, oui. D'accord. Alors, en termes d'emploi, beaucoup en parlent pour dire que la filière Anacad est une filière très porteuse et qui pourrait aussi générer assez d'emplois. Est-ce que vous avez fait un travail pour mesurer un peu le nombre d'emplois créés, parce que la filière existe depuis des années? Il y a des chiffres là-dessus. Imaginons qu'on fasse un travail important sur les plantations. Ça veut dire des greffeurs, des greffeuses en fait, c'est surtout les femmes qui font ce travail-là. Et puis pour l'entretien, etc. Donc ça devrait créer des centaines de milliers d'emplois, ça c'est clair. Et probablement sur la transformation, peut-être 50 000 ou 100 000 emplois aussi, c'est possible, oui. Monsieur Roland Ribou, je rappelle que vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Vous êtes aussi par ailleurs le PDG ou le DG de Fudor. PDG de Fudor, oui. Fudor Bénin, qui fait d'un côté de l'huile, du beurre de karité, et maintenant qui décortique des noix de cajou. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin sur le plateau économie. C'est un plaisir pour nous avec tous ces détails. Merci beaucoup. Merci Clément Tchadé. Merci beaucoup et très bon mercredi. Nous observons la pause pub. Je vous reviens juste après. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Kofi est un jeune apprenti en mécanique très prometteur. Malheureusement, il a pris l'habitude de prendre de l'alcool avec ses amis afin de mieux finir ses journées. Quelques mois plus tard, Kofi trouve du mal à travailler et à apprendre. Il est tout le temps étourdi et est devenu inefficace. Il finit par perdre sa chance de devenir grand mécanicien et sombre dans l'alcool et la perdition. C'est triste, n'est-ce pas?
Toi jeune, tu es l'avenir de demain. Choisis ton camp. Dis non à la toxicomanie. Non à la toxicomanie, un message du Lions Club Bénin. Vous restez avec nous sur Actu Matin, eh bien, Assion Moncagny, Assion Bon, depuis 6h30. Lisez pour nous la presse nationale, l'essentiel de l'actualité partagée par l'ensemble des parutions du jour. On rappelle que les représentants des députés sont désignés pour siéger au COSLEPI, la nouvelle mandature, et que par rapport à la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, eh bien, le président Patrice Talon a décerné un satisfecit au Bénin. Et notre pays, le Bénin, est un pays où il fait bon vivre. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait retenir de ce rapport mondial 2020 sur le bonheur. Toute cette actualité partagée par la presse nationale revient dans la revue de presse, décryptage et présentation Assion Moncagny, Assion Bon. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au Parlement béninois, rapporte à ce jour le matinal, les membres parlementaires du COSLEPI sont désignés. Le télégramme affiche les photos des députés désignés sous le titre « Les représentants des députés au sein du COSLEPI connus ». La nation cite alors les députés Léon Aden Wissou, Léon Boukové, Sani Mama, Florentin Tchaou, Lambert Agongono, Thomas Yombo, David Gbangba, Nathanaël Soupoekpe et Gilbert Bagana, comme étant les 9 représentants de l'Assemblée nationale au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. La tribune de la capitale ajoute que les membres de la Haute Cour de justice sont également désignés. Bénin Intelligent précise qu'à ces 9 représentants de l'Assemblée nationale vont s'ajouter le directeur de l'INSAE et le directeur de l'État civil, étant donné que le COSLEPI compte 11 membres. Fraternité souligne qu'au cours de la même séance plénière, les députés ont désigné leurs 154 représentants dans les commissions communales d'actualisation CCA par le même vote que celui des membres du COSLEPI. Il s'agit de 2 représentants du Parlement pas commune pour les 77 communes du Bénin, soit un représentant du groupe parlementaire Union progressiste, majorité parlementaire, et un représentant du groupe parlementaire Bloc républicain, minorité parlementaire. Le journal ajoute que par ailleurs, l'Assemblée nationale a désigné ces 3 représentants pour siéger au sein de l'autorité de protection des données personnelles. Il s'agit des députés Eric Guidi et Yaya Yoru Akibusoro du groupe parlementaire Union progressiste, majorité parlementaire, et du député Wali Boda Zoumarou, minorité parlementaire. Si Bénin Intelligent fait observer que la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle est la prochaine étape avant leur entrée en fonction, Fraternité rapporte que la récente révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas laissé indifférent le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans une correspondance adressée au président du Parlement et rendue publique hier en plénière. Le président Patrice Talon salue une réforme qui, sans aucun doute, vient renforcer la réforme du système partisan au Bénin. Il n'a pas manqué de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour la célérité avec laquelle il a conduit les débats lors de l'examen de la proposition de résolution portant révision du dit règlement intérieur, complète le journal. Dans la même journée d'hier où l'Assemblée nationale béninoise désignait ses représentants dans diverses institutions, les députés ont modifié la loi sur le blanchiment des capitaux. Et selon l'économiste du Bénin, les députés ont adopté hier, mardi 28 juillet 2020, à Porto Novo, le projet de loi portant modification de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. C'est le ministre de la Justice, Séverin Quenom, qui a défendu ce dossier pour le compte du gouvernement au Parlement béninois. Le journal précise alors que l'objectif de la modification de la loi est d'harmoniser les pratiques en vigueur au sein des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans la suite, l'actualité ce matin dans la publication, c'est aussi le classement du Bénin au sein des pays où l'on vit mieux, ce qui fait le deuxième titre du journal Le Télégramme, qui renseigne que le Bénin a la plus grande progression mondiale. Le Bénin, terre de bonheur, s'exclame en son gros titre le quotidien La Nation, pour lequel c'est un nouveau sacre pour le Bénin, classé pays où l'on vit dans le bonheur. Selon World Happiness Report 2020,
Le pays a réalisé la plus forte progression dans le monde. En 10 ans, selon ce rapport rendu public, le Bénin occupe le 86e rang en 2020 contre 102e dans le rapport de la période 2008-2012. En croix Bénin intelligent, les rédacteurs se sont basés sur les réponses d'environ 1000 personnes par État qui se positionnent sur une échelle de 0 à 10 tout en répondant à des questions sur leurs émotions, leur santé et le futur. Fraternité estime alors que le classement intervient dans un contexte assez particulier pour l'Afrique subsaharienne. Le journal de rappeler que dans cette même année 2020, le Bénin a réussi à se soustraire de la liste des 25 pays les plus pauvres du monde selon les PIB attribués par le Fonds monétaire international. Le classement sur le bonheur est donc la cerise sur le gâteau, fait observer le journal. Conclusion de l'autre quotidien, c'est une nouvelle preuve de ce que le Bénin réalise des prouesses depuis 2016. Les efforts soutenus commencent véritablement à payer. Le Bénin se développe, mais parce que nous le vivons au quotidien en temps et à vitesse réelle, nous ne le sentons pas toujours. Le matinal d'ajouter que sous Patrice Talon, les Béninois vivent plus heureux. Dans la suite, Libération consacre son premier titre au programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi pour écrire que le projet entre dans sa phase active. Le journal rappelle que la coordination du programme organise depuis lundi une évaluation pour la sélection des candidats éligibles au profit des entreprises. Ce samedi, le Bénin célébrera le 60e anniversaire de sa souveraineté internationale. À la veille de cette fête, il est attendu un discours du chef de l'État Patrice Talon à ce sujet. Le nouvel observateur estime que c'est un discours très attendu à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. Le journal se pose alors un certain nombre de questions. Quel en sera le contenu? Devrait-on s'attendre à un discours de ton nouveau qui redonne espoir aux Béninois? Un discours de portée sociale et d'apaisement des cœurs en tenant compte des difficultés du moment, surtout en ce temps de crise sanitaire mondiale, un discours allant dans le sens de la paix politique que réclament un grand nombre de citoyens. Aussi, ajoute le journal, aussi ne faudrait-il pas offrir la paix à tous les exilés afin qu'ils rentrent au pays pour prendre part à leur manière aux efforts de construction de la nation béninoise, une et indivisible. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité nationale pour le compte de ce mercredi 29 juillet 2020. Merci à chacun et à tous de votre attention. Merci à toutes les équipes de préparation de cette matinale, les équipes de réalisation et de diffusion. Merci à tous les chroniqueurs également qui ont défilé tout au long de cette matinale. Demain, nous serons jeudi en plateau. Il y aura Akime Sédou Séni et André Dossa pour le forum de discussion. Vous aurez votre chronique avec Moïse Dosoumoun. Elle sera là, Grâce Borubé, pour le bulletin de l'information. Nous aurons également des invités, Fulbert Adumerosso dans la rubrique environnement. Merci à chacun et à tous. Passez une excellente journée du mercredi et surtout prenez soin de vous. Gardez le sourire. Au revoir. Chile sono nyɔnu nɔvi Chile nye Matis Adijatu gã hɔnyitɔ enɔ kpe nukun azɔwatɔ si xɔ ɖo tome